Bonjour à tous, bienvenue pour la 3e édition de Be My Guest. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir le présentateur vedette d'Automoto sur TF1, Jean-Pierre Gagic. Bonjour Jean-Pierre, merci. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler bagnole, puisque voilà, c'est une passion qui, voilà, c'est génial, c'est une passion qu'on a en commun tous les deux. Alors dis-moi comment ça. Bonjour à tous, protégez-les. Alors là, il y a les followers qui commencent à se connecter. Bonjour à tous et bienvenue. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez à Jean-Pierre Gagic, ou presque. Et donc Jean-Pierre, comment cette aventure a commencé? Alors, Automoto, c'est depuis 2006. Tu as commencé, tu faisais des essais. Depuis 2018, tu es présentateur de l'émission avec Denis Brognard. Comment cette passion de l'automobile est-elle née? Bah écoute, c'est pas très compliqué puisque mon père vendait des voitures. Donc forcément, ça aide. Donc je suis tombé dedans en étant tout petit. Il a vendu toutes sortes de voitures avec les concessionnaires Ford, Alfa Romeo. Il a eu la chance d'avoir le seul garage qui a existé. Il fut un temps sur la Croisette à Cannes, je suis originaire de Cannes, où c'était un peu la succursale du plus grand garage de voitures d'occasion de Cannes. Et évidemment, il mettait en avant les Rolls, les Ferrari, les Lamborghini. Donc, j'ai beaucoup traîné dans les garages avec mon père. Donc, voilà, je suis tombé dedans en étant petit. En étant originaire du sud de la France, on allait au Grand Prix de Monaco, on allait au Castellet. Je me suis pelé les miches quelques nuits dans le col de Turini pour le rallye de Monte-Carlo. Donc, j'ai baigné dedans, voilà, depuis que je suis tout petit. Alors, j'ai laissé tomber un petit peu la voiture au début de ma carrière journalistique quand je travaillais à l'équipe TV. Et puis, je suis revenu dedans un petit peu par hasard, en fait, pour tout te dire. Donc, en 2006, à Automoto, parce qu'ils cherchaient un journaliste essayeur. Et bon, moi, j'ai évidemment toujours gardé des contacts et je me suis toujours renseigné sur la voiture en général. Et j'ai dit, ah, voilà, je vais essayer, ça a l'air sympa. Parce que la voiture est tellement un bel objet à aimer. Et puis, allez, voilà, l'aventure Automoto est partie comme ça. Alors, bon, les voitures, tu aimes ça depuis tout petit, du coup, j'imagine. Ta voiture préférée, vraiment celle, si tu pouvais en avoir une, ce serait laquelle? Alors, écoute, la première voiture, si j'avais vraiment les moyens que j'achèterais, ce serait une Ford GT40. Parce que, voilà, alors celle-ci qu'on est en train de voir, j'ai eu la chance de la conduire dans une émission qu'on a filmée l'an dernier pour une émission spéciale qu'on a fait autour du film Le Mans 66. C'est une Ford GT40 qui appartient à Ford Europe, parce que c'est très difficile de pouvoir rouler avec une Ford GT40 aujourd'hui, une vraie Ford GT40, parce que ça vaut plusieurs millions d'euros. Et elle représente un peu ces années 60 complètement folles, quoi, où l'automobile était une histoire de personnalité, puisque la Ford GT40 est née de la volonté de Henry Ford le second de battre Enzo Ferrari aux 24 heures du Mans, puisque Ford devait racheter Ferrari, Enzo Ferrari a envoyé balader Ford, et donc Henry Ford a voulu se venger. Il a créé cette Ford GT40 qui gagne donc le Mans en 66 et qui gagne jusqu'en 69 avec cette fameuse image de Jackie X qui marche qui refuse de faire le départ en courant du Mans pour des raisons de sécurité. Et puis cet homme qu'on voit, qui est un petit peu mon idole automobile, Carroll Shelby, ce pilote texan sorti un petit peu de nulle part, qui, grâce à sa grande gueule et à ce charme et à cet opportunisme légendaire, va réussir à créer cette Cobra, la fameuse Cobra, donc, qui est l'alliance d'un châssis AC anglais et d'un gros V8 Ford américain. Là, voilà, cette fameuse Cobra. Il est parti de rien. Carroll Shelby, c'est un petit gars du Texas, pauvre, qui a vu qu'il était doué pour le pilotage. Il serait sans doute jamais venu au pilotage s'il n'avait pas échoué lamentablement dans un élevage de poulets, figure-toi. Non, mais c'est une histoire de fou, Shelby. Il est éleveur de poulets, il était pilote d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale, instructeur. À la fin, de ça, il décide de faire un élevage de poulets. Tous ces poulets meurent d'une maladie. Il s'est dit, oh merde, je vais faire de la course automobile parce que j'aime bien ça. Il fait de la course automobile. Il est obligé d'arrêter la course automobile parce qu'il a des problèmes cardiaques. Il avait dit, oh merde, je vais créer une voiture. Il crée la Cobra. Il s'associe avec Ford pour développer la sportivité chez la Mustang, autre voiture légendaire. Il rentre dans le programme GT40 avec sa bande de mécaniciens des Ozos de Californie. Et ils réussissent à battre 2 fois Enzo Ferrari, parce qu'ils le battent une première fois dans le championnat du monde GT avec la Cobra Daytona. Et après,
avec la GT40 dans les catégories proto au Mans. Donc voilà, Carroll Shelby, moi j'ai toujours aimé un petit peu, tu sais, les challengers comme ça, les mecs un peu qui sortent de nulle part et qui réussissent à mettre à genoux les cadors. Moi, ce que je dis, Shelby, c'est l'éleveur de poulets qui a battu Ferrari quand même. Il n'y en a pas beaucoup. J'adore. Et voilà, c'est typiquement le genre d'histoire que j'aime bien et c'est des voitures extraordinaires. Évidemment, le summum de ça, c'est cette fameuse GT40, même si la GT40 est elle aussi comme la Cobra à moitié anglaise, puisqu'elle repose sur une base de Lola. Alors, j'imagine que Le Mans 66, le film, tu as adoré. D'ailleurs, tu as rencontré les acteurs. Ouais. Christian Oui, c'est. McNamara. Ce film, comme je suis très attaché à l'histoire de Carroll Shelby et à ses années 60 en général, bon, je savais, ça fait une petite dizaine d'années qu'il était un petit peu, tu sais, dans les tuyaux hollywoodiens, il se baladait. Je me rappelle qu'à un moment, je ne sais pas si tu te souviens, Brad Pitt était venu aux 24 heures du Mans Oui. pour donner le départ et ce scénario l'intéressait. Et finalement, il est tombé entre les mains de James Mangold, donc le réalisateur. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec ce film, en fait, c'est que moi, j'avais très peur qu'on parte dans un truc hollywoodien, tu sais, un petit peu romancé, comme ils peuvent le faire sur certaines adaptations historiques. Et en fait, moi, je connais bien l'histoire de cette GT40, de cette vengeance de Henry Ford, etc. L'histoire est très fidèle, en fait, à ce qui s'est passé. Bon, l'histoire est complètement folle, hein, avec ce pilote anglais, Ken Miles, un peu anticonformiste, qui perd ses 24 heures du Mans en 66 parce que Ford veut que les 3 GT40 arrivent en même temps et qui meurt 2 mois après en développant la nouvelle GT40. Donc l'histoire est assez folle en elle-même, à part quelques imperfections historiques dans le film reste très fidèle à la véritable histoire, les scènes sont complètement folles. Et ce qui est bien, c'est que j'en parlais avec les gens de chez Disney hein, qui ont coproduit le film, c'est que ce film a aussi plu au grand public. Alors nous, aux amateurs de voitures, évidemment, ça tombe un petit peu sous le sens, même si les bons films de sport mécanique sont très très rares. Hein. Il y a plus de nanars que de bons films. Et là, avec ce film, ils ont réussi à séduire aussi le grand public, qui a très bien accroché à cette histoire. Et c'était pas évident. Et voilà, pour moi, les bons films sur les sports mécaniques, t'as Grand Prix avec James Garner, mais là on est à la fin des années 60. T'as Le Mans avec McQueen, mais qui est plus une espèce de d'hommage documentaire pour ce film qui n'avait pas du tout marché à l'époque. T'as Rush, évidemment, de Ron Howard, hein, avec l'histoire de Niki Lauda et James Hunt. Et puis, tu as ce film, Le Mans 66, que je conseille, hein, si on a encore un petit peu de temps de confinement. Donc, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, il est disponible en VOD. C'est vraiment un très beau film, un très joli film. Et les acteurs, en plus, c'est incroyable. Incroyable. Ah non, mais voilà, les bons films de voitures. Alors, je te passe les Fast and Furious qui sont devenus des films d'action où les voitures sont des objets, voilà, les bagnoles qui passent au-dessus des trains, tout ça, on est dans une autre catégorie. Si tu veux. Et pour Le Mans 66, je trouve que pour quelqu'un qui ne connaît pas bien l'histoire des 24 heures du Mans, qui ne connaît pas bien cet antagonisme qu'il y avait entre Ford et Ferrari, c'est une super histoire et c'est un très beau film. Hello Atlanta, alors on a Atlanta qui est connecté, Bona tarda, donc le Brésil également, bonjour à tous, bienvenue, donc l'émission est en français, sorry, only in French today, et donc, oui, alors, tes souvenirs préférés d'émissions avec Automoto? Il y en a beaucoup, quand tu m'as posé la question qu'on préparait cette petite interview. Écoute, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Pebble Beach, le concours d'élégance. En fait, c'est plus des souvenirs. Voilà, là, on voit typiquement, tu vois ce qu'on a sous les yeux, cette fameuse 250 GTO, cette Ferrari grise. C'est la voiture la plus chère du monde qu'on a filmée l'an dernier. Pebble Beach, 48 millions de dollars quand même. Hein. Voilà, ouais, on est au-delà des 60 millions maintenant sur ces voitures-là. Le propriétaire me disait que c'était encore une bonne affaire. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai, si tu veux. Et Pebble Beach, j'y tenais parce que j'ai eu la chance d'y aller. Je crois qu'on me demande si on n'a pas été le premier média automobile télé, ça c'est sûr en tout cas, d'aller là-bas. Et c'était un petit peu la première marche dans Automoto où j'ai pu faire rentrer la voiture de collection, la voiture classique, si tu veux. En racontant une histoire, en disant que la voiture classique, c'est pas simplement une 2.2 ou une 205 GTI pour nous, mais montrer un peu tout ce côté alors qui peut être excessif parce qu'on parle de millions et de millions de dollars. Si tu veux, oui, mais on fait rêver aussi, c'est important. On fait rêver, et puis c'est une histoire. Donc Pebble Beach, c'est vraiment une semaine où tu es un petit peu coupé du monde dans des sphères absolument incroyables. Et c'était le seul endroit, peut-être avec le Festival of Speed de Goodwood en Angleterre, où tu peux voir autant de belles voitures. Et encore une fois, alors
évidemment, pour rentrer au concours d'élégance de Pebble Beach, au Quail, tout ça, il faut payer 300, 400, 1000 dollars des fois. Mais ces voitures que tu vois là, ces GTO, elles sont accessibles puisqu'elles se baladent 2 jours avant, un peu partout dans les villes aux alentours, à Carmel, à Monterey, etc. Et ça permet aux gens de voir ces voitures qu'on ne voit quasiment jamais parce que c'est des voitures qui sont tellement chères aujourd'hui qu'elles ne roulent quasiment plus, parce qu'on parle de 40, 50, 60 millions d'euros. Et ce Pebble Beach, c'est une espèce de voyage dans le temps où pendant une semaine, tu croises des voitures absolument exceptionnelles. Il y avait ça. Et il y avait aussi, alors c'est à peu près la même période, c'est juste avant, c'est Bonneville aux États-Unis. Ça aussi, on a été le premier média français à aller là-bas. C'est ces courses de record de vitesse sur un lac salé. En fait, voilà, on a un exemple avec Bud, le commissaire qui je crois qu'il a 90 ans aujourd'hui et qui a fait les 40 ou 50 dernières éditions de Bonneville. Alors c'est pareil, Bonneville, ça existe depuis les années 30 aux États-Unis et chaque été, quand les conditions météo le permettent, ils se retrouvent sur ce lac salé avec à peu près tout ce qui roule. En fait, il y a deux conditions à Bonneville, c'est que dès l'instant où ton moteur entraîne les roues, et ce, en toute sécurité, tu peux rouler avec à peu près n'importe quoi. Alors, on coupe sous des espèces de tricycles, de streamliners, comme ça, il y a des motos, il y a des pick-up, il y a des camions, il y a des bagnoles qui vont à 700 km/h. Ça se passe au mois d'août, il fait entre 45 et 55 degrés toute la journée. Et t'es sur un paysage absolument lunaire comme ça. Et ça reste une des plus belles expériences parce que quand ils établissent un record de vitesse, ils doivent le confirmer le lendemain matin. Et ça veut dire que tu as tous ces véhicules. Alors, tu as des motos, encore une fois, tu as des pick-up, tu as des camions qui, à 6 heures du matin, au lever du soleil, partent en caravane comme ça sur les différentes pistes de record. Une espèce de vision à la Mad Max, tu sais, où tu as toutes ces voitures qui avancent avec le soleil qui se lève. Et ça reste, pour moi, un des plus beaux souvenirs de tournage. Et je suis encore une fois très heureux d'avoir pu emmener Automoto sur ce créneau-là et de faire découvrir à beaucoup de gens cette épreuve qui est tout à fait accessible. Encore une fois, on peut très bien, toi ou n'importe qui, prendre un avion pour Salt Lake City, faire 2 heures de bagnole et aller sur ce lac salé, voir ces zozos là, faire des records. Alors, il y a des records à 700 km/h, mais tu as aussi des records à 30 km/h, si tu veux, avec un Non, mais c'est vrai. Tu peux très bien voir, il y a des Français qui ont un record avec un Solex électrique à 33 km/h. Mais c'est un record du monde. Mais alors, le premier record du monde, justement, de vitesse, c'était quand même en 1935. C'est impressionnant parce que c'était 430 km à l'heure. Et c'était ce monsieur, donc Malcolm Campbell, avec l'oiseau bleu, Bluebird. L'oiseau bleu, le Bluebird, exactement. Et un voice déviation. Ouais, exactement. Et c'est, voilà. Et alors maintenant, je crois qu'ils dépassent ils sont au-delà des 700 km/h pour les streamliners les plus rapides à Bonneville. Et moi, je conseille à n'importe qui, parce qu'en plus, c'était dans l'Utah, donc t'es pas loin des parcs nationaux, etc. Donc, si vous baladez dans l'ouest des États-Unis, faites un saut à Bonneville parce que ça fait partie voilà, pour moi, il y a Indianapolis, évidemment, il y a les 12 heures de Sebring, et puis dans ce panthéon du sport automobile américain, pour moi, il y a cette Speed Week de Bonneville qui est absolument unique au monde. Encore une fois, il n'y a pas d'autre endroit au monde où se tient une compétition comme ça. C'est un peu comme Pebble Beach, c'est un peu comme, mais au même titre que le Mans Classique ou le Tour Auto, on se retrouve comme ça dans des événements et des endroits absolument uniques au monde. Alors, en parlant justement du Tour Auto, je crois que ça fait partie aussi de tes meilleurs souvenirs avec une incroyable Corvette. Ah ouais, alors là, cette fameuse, ça a été un petit peu le point d'orgue de notre participation au Tour Auto. C'était en 2016. En fait, je l'ai fait en 2014 sur une journée avec Rauno Altonen en mini. Et après, je me suis dit, ce serait marrant qu'on engage véritablement une voiture avec notre pilote, Anthony Beltoise. Donc en 2015, on le fait en régularité avec une R8 Gordini. Et en 2016, on vient donc avec ce monstre en compétition cette fois, parce que le Tour Auto, on le fait soit en régularité, donc on est plus en balade en régularité, soit en compétition, où là, c'est vraiment une question de rapidité sur les circuits en spécial de rallye. Et on décide de partir avec cette espèce de Corvette. Alors, beaucoup l'appelaient Captain America, cette voiture, mais c'est une véritable déco. Elle était sous ses couleurs en 71 à Sebring. Elle courait vraiment dans cette couleur, dans les écuries de John Greenwood, qui était une espèce de pilote très américano-américain qui faisait toujours des décors sur ses corvettes avec des drapeaux américains, etc. Et c'est marrant parce que cette voiture, alors on a eu plein de soucis évidemment avec, et ça c'est le propre du Tour Auto, c'est devenu un petit peu avec Anthony Beltoise et moi le troisième personnage de l'équipe. Mais vraiment,
C'est parce que on nous demandait alors comment elle va la Corvette. Et même encore après. Vous voulez la vedette, en fait, en quelque sorte. Hein. Oui, oui. Et cette Corvette qu'on avait louée au propriétaire, il a dit derrière, parce que évidemment, cette décoration, c'est un covering, hein, tu peux l'enlever, c'est un autocollant géant. Et après le tour auto, il est venu nous voir, j'étais avec Anthony, il nous a dit, écoutez les gars, je suis obligé de la laisser telle quelle, cette voiture, parce qu'elle est devenue tellement populaire que je ne peux pas la toucher. Et effectivement, il a fait 2-3 courses derrière, au Castellet notamment. Et il m'envoyait des photos où autour de la voiture, il y avait encore, je sais pas, une cinquantaine de personnes qui voulaient voir cette fameuse Corvette. Et c'est génial parce que, tu sais, cette voiture est devenue plus populaire que nous ou que l'émission. Et ça prouve qu'on a réussi notre coup. Et je peux te dire que c'est mérité parce que ça a été vraiment un tour auto très compliqué avec cette voiture qui est lourde. Franchement, hommage à Anthony Beltoise, le pilote qui bosse avec nous sur Automoto, pour conduire ça, parce que sur les spéciales de rallye, c'était un enfer. C'est un porte-avions. Mais ça reste un souvenir incroyable. Alors, j'ai Patrick qui pose une question, là j'ai un petit peu de retard sur les questions, qui demande le record mondial de vitesse. Je pense qu'il parlait de Bonneville. Alors, il y a deux choses, si tu veux, sur le record mondial de vitesse. À Bonneville, encore une fois, le moteur doit entraîner les roues, si tu veux. Donc, ce n'est pas des voitures fusées, comme on peut voir, où en gros, c'est juste un réacteur d'avion sur des roues. Là, à Bonneville, le moteur doit entraîner les roues, donc comme sur une voiture classique ou une moto classique. Et je crois que le record à Bonneville, il doit être aux alentours de plus de 700 km/h, puisque le record a été établi par, je crois que c'est une voiture qui est équipée d'une turbine d'hélico, mais encore une fois, le moteur entraîne les roues. Donc, je crois que tu es aux alentours de 730, 740 km/h, si mes souvenirs sont bons. Et je peux te dire que ça va très vite parce que, mine de rien, on le voit sur la photo, le sel, ce n'est pas une surface totalement plane. Tu sais, il y a un petit peu des croûtes comme ça qui se forment. Donc, je peux te dire que tu n'es pas sur une autoroute allemande avec un tarmac nickel. Hein. Ça tape à mort. Donc, plus de 700 km/h là-dessus, faut en vouloir, il faut être courageux. Alors, ce sont des voitures qui sont bricolées par des amateurs, des passionnés, ou alors est-ce que des constructeurs participent également? Alors, des constructeurs ont participé. Je sais que Skoda a participé de manière très officielle pour établir un record. Triomphe est venu aussi en moto, mais à 80-90% des cas, c'est des amateurs. Alors, pour les gros streamliners qui détiennent les records de vitesse, les cadors, ce sont souvent des mecs assez âgés d'ailleurs, aux alentours de 70 balais, qui sont des personnes qui ont bien réussi, hein, qui ont très bien gagné de leur vie, et qui font ça un petit peu pour s'amuser. Hein. Alors, c'est vraiment quasiment des équipes pro, hein, puisque sur le Speed Bimon et sur le Turbinator, carrément, c'est des écuries. Hein, tu as 20 mécanos qui bossent sur les voitures. Et puis, pour le reste, c'est des mecs qui viennent avec leurs bagnoles qui sont brouillées. Hein. Pour te donner un exemple, les premiers Français qui sont venus à la Speed Week de Bonneville, c'était les triplettes de Bonneville. Donc, évidemment, jeu de mots avec les triplettes de Belleville. Parce qu'ils avaient très peu de moyens à l'époque, on avait été les filmer d'ailleurs, on a été la première télé à aller les filmer, c'est aussi, j'en suis très fier. La première fois qu'ils sont venus à la Speed Week de Bonneville, ils ont amené un motobécane, une mobilette démontée dans leur valise pour pas payer de transport, si tu veux, sur un cargo ou en plus. Donc, ils avaient démonté leur mobilette dans les valises, ils ont mis les valises en soute et ils ont remonté la mobilette quand ils sont arrivés à la Speed Week, et je crois qu'ils ont eu un record du monde avec la mobilette. Parce que tu peux encore avoir un record du monde, encore une fois, à 40 km/h. Alors, maintenant, ta plus grande fierté avec Automoto? Oh là là, écoute. Alors, ma plus grande fierté personnelle, ça a été un souvenir de tournage aussi effrayant que passionnant, c'est que j'ai eu la chance de participer au Mans Classique, qui est donc qui a lieu tous les 2 ans, organisé par Peter Otto, qui organise aussi le Tour Auto. Et il profite en fait des structures des 24 heures du Mans pour faire recourir toutes les vieilles voitures qui ont couru aux 24 heures du Mans. Et j'ai eu la chance de participer au Mans Classique. Alors, tu ne cours pas pendant 24 heures avec ces vieilles voitures. Hein. C'est des plateaux, tu cours pendant 1 heure, 2 heures, la nuit, le matin et tout ça pendant 3 jours. Et j'ai eu la chance parce que je connaissais très bien un gentleman driver qui est un ami et qui m'a prêté le volant de sa Jaguar Type E. Le seul problème, c'est que j'avais jamais conduit sa voiture. On a eu un problème mécanique sur les essais libres. Et j'ai pris en main cette Jaguar Type E, je m'en souviendrai toujours, le vendredi soir à 23 h sous la pluie, dans le plateau entouré de Cobra, de GT40, de 911, de Mustang. Et je me souviens très bien, donc il y avait les caméras qui tournaient dans la voiture. Et c'est une des rares fois où je me suis dit dans Automoto,
là, j'irai pas. Je peux pas y aller. Ce que je vais faire là, c'est trop dangereux. Si je prends le volant d'une voiture qui a 50 ans, que j'ai jamais conduit, il pleut, il fait nuit, on voit rien. J'ai des voitures qui valent plusieurs millions d'euros autour de moi. Et finalement, ce qui est terrible, c'est que j'avais aussi hâte d'y aller que peur. Et finalement, j'y suis allé et ça reste un souvenir parce que c'est un mélange d'excitation et de peur qui est juste incroyable. Et alors malheureusement, le moteur a cassé le dimanche matin, mais j'ai vécu 48 heures incroyables. Et c'est quelque chose que voilà, je n'aurais pas pu faire autre part qu'à Automoto d'avoir entre les mains une Jaguar Type E sur le circuit, le grand circuit des 24 heures du Mans. Donc ça, voilà, c'est ma petite fierté personnelle dans Automoto. Voilà. Sinon, bah, tu es aussi très voiture américaine et tous les dimanches, ça c'est aussi, je pense, une de tes réussites, c'est grâce à toi qu'il y a une voiture à gagner dans Automoto. Donc là, on en est à 50, je crois. Ça, c'est l'accomplissement personnel, c'est le bon classique. L'accomplissement professionnel, c'est effectivement le fait d'avoir réussi à mettre en place ce concours où on a fait. Ça, c'est la dernière voiture qu'on a achetée aux États-Unis aux enchères et qu'on a fait gagner à un téléspectateur, ce Ford Bronco. Alors là, on était au plus loin. Ah, c'est trop bien. Ben voilà, tu vois. On se rend sur une vente aux enchères aux États-Unis, on repère des voitures sur Internet, mais sur place, on ne sait pas ce qu'on va acheter. Et, eh ben, on achète une voiture qu'on fait gagner à un téléspectateur. Donc, on a fait gagner plus de 50 voitures aujourd'hui dans Automoto. Et encore une fois, on est les seuls à faire ça. Et c'est des super souvenirs. Voilà, on avait fait gagner aussi en même temps que ce Ford Bronco, cette Dodge Challenger qu'on a acheté également en Californie, gagné par Michel Hervé en Normandie. Un sacré personnage, le Michel Hervé. Le Ford Bronco a été gagné par Franck, qui habite à Toulouse. Et ça, c'est génial parce que ça crée une super interactivité avec les téléspectateurs de l'émission. Et puis, bon, bah, t'envoies un SMS ou tu donnes un coup de fil et puis tu récupères une voiture à 60 000 euros. Donc, bon, bah, voilà, c'est un petit peu le but du truc, quoi. Tout le monde est content. Et moi, j'adore faire ces émissions parce que voilà, t'achètes une voiture, tu sais pas ce que tu vas acheter, tu te bats pour l'avoir parce que le Bronco, je peux dire qu'on s'est battu aux enchères pour l'avoir parce qu'il y a une dame qui le voulait vraiment. Et c'est vraiment une voiture qui nous plaisait. Et puis derrière, bon, bah voilà, on appelle, voilà, c'est un tirage au sort, l'huissier, je sais pas qui j'appelle, je reçois un numéro, je l'appelle quasiment en direct et j'annonce au monsieur qu'il a gagné, ou à la dame d'ailleurs, puisqu'on a eu beaucoup de gagnants, qu'il a gagné une voiture. Donc c'est génial. Ah, moi, ça, j'adore. Hein. Ça, c'est un grand. V8. Mais la voiture électrique, t'en penses quoi, toi, perso? Parce que là, écoute, on met des gros moteurs, des V12, des V8. Ouais. Alors, moi, les gens disent ah oui, mais toi, voiture électrique, t'aimes pas ça avec les voitures américaines, tes machins. Non, moi, encore une fois, je suis pour qu'on imagine la voiture autrement, surtout en tant qu'objet de transport. Pour moi, il y a deux choses. Il y a la voiture qui est un objet de rêve et un objet de passion. Et là, il y a la voiture objet de transport. Alors, évidemment, moi, je me déplace en 2 roues à Paris parce que c'est devenu tellement infernal, cette ville. Que ce soit en voiture électrique ou en voiture thermique, ça ne changera rien. Hein, tu perdras toujours autant de temps dans les embouteillages. Mais je suis totalement pour la voiture électrique. Ce que j'aime pas, en fait, c'est l'interprétation qu'on en fait. C'est-à-dire de dire aux gens, vous allez voir, on va tous rouler en voiture électrique dans 5 ans, ça va être formidable. C'est complètement faux. Dire que la voiture électrique est une voiture propre, verte, zéro émission, c'est complètement faux. Parce que la voiture électrique, il faut la fabriquer. Les batteries, il faut les fabriquer. C'est un processus qui est beaucoup plus long parce que beaucoup plus récent hein, qu'une voiture thermique. Une voiture thermique, on les construit depuis plus de 100 ans, donc on sait comment ça marche. Le lithium, il faut aller le chercher. Les batteries, il faut les recycler. L'électricité est nucléaire en France. La voiture électrique est une voiture à charbon en Allemagne, puisque l'Allemagne a choisi de continuer à produire de l'électricité avec ses centrales à charbon. Donc, oui, l'électrique fait partie des solutions. Ça aidera sûrement à dépolluer les centres urbains, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça, c'est une bêtise de dire ça aux gens. Tout à fait. Et si tu devais avoir une voiture électrique pour te déplacer dans Paris, admettons, tu prendrais quel modèle hein? Bon, écoute, de ceux que j'ai essayé, alors je n'ai pas essayé encore nos limites budget, on est d'accord. Hein. Je n'ai pas essayé encore le Taycan de chez Porsche. On va le faire là très prochainement dans l'émission. C'est Jérôme Chon hein, qui l'a essayé pour nous. De celles que j'ai essayées, franchement, la Tesla Model 3, c'est une super caisse. C'est une très, très bonne voiture. Voilà. Puis il y a ce côté un petit peu, Tesla, c'est un peu l'Apple de la bagnole électrique, tu vois.
tout le monde. Et les constructeurs le disent aussi, tu vois. Tesla, ils ont toujours un petit peu un coup d'avance. C'est un peu Oui, comme c'est ça. l'iPhone, tu vois. Tout le monde s'inspire un peu de Tesla parce ils ont toujours ce coup d'avance. Et c'est vrai en termes d'autonomie, en termes enfin, d'avancée technologique, tu vois, ce grand écran au milieu, personne n'aurait osé le faire dans le monde automobile, eux, ils l'ont fait. Le pick-up, là, qu'ils ont présenté, qui est une espèce de navette spatiale, tout le monde trouve ça génial. Donc, ça sera jamais le premier producteur de véhicules électriques au monde, Tesla, mais ils ont cet avantage d'être en mode start-up, tu vois. Ils n'ont pas, Ouais. ils n'ont pas le Les visionnaires. fonctionnement d'une Alors, vieille marque automobile classique. Donc, ils apporteront toujours des innovations. Et encore une fois, la Model 3, c'est une super bagnole. Franchement, hein, je le dis franchement, c'est une super caisse. Alors, on parle justement, comme tu parlais, de déplacement dans Paris, voiture électrique, deux roues, etc. Les conséquences du coronavirus pour toi, de cette crise sanitaire sur le secteur automobile. Alors déjà, le secteur en lui-même, l'industrie automobile, et puis ensuite on parlera de déplacement dans Paris. Ouais. Donc d'abord, le secteur automobile, là, c'est la pire crise que le secteur automobile ait jamais connue dans son histoire. Ouais. Tu peux nous Ah en oui, dire plus? écoute, ce qui se passe, c'est véritablement une catastrophe économique mais comme pour beaucoup de secteurs d'activité, si tu veux, mais pour l'automobile en particulier, effectivement, ils ont 2 mois d'arrêt, hein, voilà, 2 mois d'arrêt, 2 mois sans vente, 2 mois sans production. Alors, ça dépend des constructeurs. Tu vois, je parlais avec les gens de chez Ferrari en début de semaine. Eux, ils sont plus en mode, mon Dieu, il va falloir qu'on livre au plus vite les voitures qui sont en commande et qui ont été commandées. Mais en fait, ça va agir sur plein de trucs. C'est-à-dire que les constructeurs vont dire, OK, là, on va avoir une année absolument pourrie. On sait qu'en ce moment, et c'est lié à la voiture électrique, si tu veux, avec les nouveaux barèmes de malus et ces fameuses amendes que devront payer les constructeurs en fin d'année de la part de l'Union européenne pour dépassement de CO2, ces amendes que les constructeurs auraient pu payer en temps normal, ils pourront évidemment pas les payer cette année-là parce qu'ils vont s'en remettre aux autorités européennes en disant, écoutez, on a 2 mois d'arrêt, on va perdre des milliards d'euros, vous ne pouvez pas nous faire encore payer ces amendes. Donc, je pense que dans un premier temps, le véhicule électrique va être un petit peu mis de côté parce que les constructeurs ne gagnent pas d'argent avec les véhicules électriques. Pour l'instant, ils le font surtout pour faire peur aux autorités. Donc, en plus, ils ont quand même 2 mois de stock, hein, parce que toutes les voitures qui ont été produites, qui n'ont pas été vendues depuis 2 mois, ce sont des voitures qui sont à l'arrêt sur un parking, et ça, le stock, c'est jamais bon, surtout pour un constructeur. Donc, il y aura peut-être des affaires à faire pour nous. Hein, peut-être que vous voulez vous acheter une bagnole parce que vous n'avez pas envie de prendre les transports en commun. Moi, je pense que l'industrie automobile se relèvera, hein, évidemment, mais effectivement, il va falloir qu'il y ait des efforts. Peut-être qu'il y aura une incitation de la part de l'État, une espèce de prime pour l'achat d'une voiture, un peu comme les jupettes, tu sais, tout ça, qu'on a connu dans les années 90. L'industrie se relèvera. Je pense juste que ce côté un peu voiture écolo, voiture électrique, tout ça, on va un peu le mettre sur la touche pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans, le temps que tout se remette en marche d'un point de vue financier pour les constructeurs. Alors justement, ce côté écolo, en ce moment, on entend beaucoup parler d'Anne Hidalgo, qui a de beaux projets pour la rentrée, pour le 11 mai, pour l'après-confinement. Tu peux nous donner ton avis là, parce qu'alors non seulement on avait parlé au départ seulement d'une voie qui allait, c'était la rue de Rivoli, qui allait donc être pour les vélos, dédiée aux vélos, et c'est déjà parti d'ailleurs. Mais alors maintenant, on a tout un nouveau plan. Là, je vais vous montrer la carte. Mais alors, il y a le boulevard Saint-Michel, l'avenue du Général Leclerc. Je vais vous montrer ça, et tu vas nous donner ton avis sur la question. Qu'est-ce que nous fait Anne Hidalgo? Est-ce que c'est vraiment le moment de le faire? Écoute, tu sais, je vais donner quelques chiffres parce que j'ai regardé un petit peu les chiffres. En 2018, la RATP a assuré 3,4 milliards de voyages. Il y a 8 millions de voyages par jour assurés par la RATP. RATP, ça veut dire métro et RER. Hein. En gros, on sait que la semaine prochaine, si tu veux, les lignes seront peut-être à 50%, 60%, grand maximum. Ça veut dire qu'à peu près, il y a 4 millions de voyages qui seront pas assurés. Alors, qu'est-ce que vont faire les gens selon Anne Hidalgo? Alors, Anne Hidalgo nous dit, OK, vous allez prendre un vélo pour vous déplacer. Alors, moi, je ne sais pas toi, hein. Moi, j'habite à 15 km de Paris.
moi, j'invite Anne Hidalgo, mais vraiment, à venir chez moi en vélo, aller jusqu'à TF1, mon lieu de travail, et revenir tous les jours. J'ai calculé, ça me prend 2 heures et demie par jour de faire le trajet. Hein. Là, encore, il fait beau. Sous la pluie, pourquoi pas? Peut-être que tu as besoin d'amener tes enfants aussi en transport en commun pour les emmener à gauche, à droite. Comment tu fais? Parce que franchement, les transports en commun, en sachant que même avec le télétravail, même avec les gens qui vont pas rebosser tout de suite, la RATP pourra faire voyager au mieux une personne sur deux à partir de la semaine prochaine. Donc, forcément, les transports en commun seront bondés. Et il y a plein de gens qui vont se dire, non, mais attends, moi, j'ai pas envie de me retrouver dans un métro avec le Covid, avec le machin, c'est trop dangereux. Et évidemment, qu'est-ce que fait Anne Hidalgo? Elle se dit, non, mais alors moi, je veux pas d'invasion de voiture et je vais couper. En plus, c'est pas des petits accès, hein, la rue de Rivoli, le tunnel, c'est des accès, mais ultra fréquentés. Mais en fait, tout tient à une autre statistique que j'ai trouvée. 86% des foyers en France ont une voiture. Et à Paris, seulement 34% des foyers ont une voiture. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est qu'Anne Hidalgo, elle s'adresse à ses électeurs. Ses électeurs sont dans Paris intramuros. Donc elle dit à ses électeurs, 34% des Parisiens intramuros ont une voiture. Donc eux, évidemment, ils peuvent se déplacer en vélo, il n'y a aucun problème. Mais les autres qui viennent de banlieue, etc., comment ils font? Il faut bien se dire une chose, c'est qu'être en voiture à Paris, ce n'est pas un plaisir. C'est un enfer total, cette ville, pour circuler. Donc, on est obligé d'être en voiture dans Paris, c'est parce qu'on est obligé d'être en voiture dans Paris. On n'a pas le choix. Donc, en fait, dire ça, alors évidemment, on nous parle de parking relais ou tas, ça ne marchera pas, parce que les parkings relais, en plus, ils sont rentrés en guerre avec la mairie de Paris hier ou aujourd'hui, d'ailleurs, hein, par rapport à tout ce qui est en train de se passer. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura peut-être plein de voitures, mais il y aura des embouteillages monstres. Parce que la rue de Rivoli, couper la rue de Rivoli, ça veut dire que les gens vont aller sur les quais, les gens vont passer par derrière, par le boulevard Haussmann, et ça va être un embouteillage géant. Donc, effectivement, Anne Hidalgo va faire plaisir à ses électeurs, mais elle va créer ce monstre qu'elle combat, c'est-à-dire ces embouteillages qui n'en finissent plus dans Paris. Et en fait, c'est de dire simplement, ah ben moi, ces embouteillages, vous inquiétez pas, je vais les régler. Mais le seul problème, c'est que Madame Hidalgo, eh ben, elle les a créés en partie, ces embouteillages, malheureusement. Alors, encore une fois, oui, il faut réduire l'automobile dans les centres urbains. Ça, je suis pas contre, moi, vraiment pas. Mais ne faisons pas ça maintenant dans des situations sanitaires aussi dramatiques. Et je trouve que c'est dommage de faire une espèce de récupération politique parce qu'en plus, évidemment, il y a toujours ce deuxième tour des municipales qui est au-dessus de nous, comme ça. Donc, profiter de ça et dire dans des situations pareilles, non mais attendez, il n'y aura pas d'invasion de voitures dans Paris, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas le moment de le faire. Et je pense que franchement, dans d'autres pays type les États-Unis, il y aurait peut-être des actions qui se mettraient en place pour lutter contre ces décisions. Pour moi, faire ça maintenant, c'est aberrant. En toute honnêteté, c'est aberrant. Bah, si Madame Hidalgo voulait vraiment lutter contre la circulation des voitures à Paris, il faudrait qu'elle demande au siège des sociétés de se déplacer en province ou en banlieue. À ce moment-là, les gens n'auraient plus besoin de se déplacer en voiture dans Paris. Mais bon, le problème, c'est que ça rapporte aussi des impôts, donc elle n'a pas envie de faire ça. Mais oui, et puis à ce moment-là, qu'il ne faut pas commencer à penser à faire des bus électriques? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de développer? Alors, on parlait de covoiturage, évidemment, avec la situation sanitaire. Tu ne peux plus être à 4 dans une voiture aujourd'hui si tu ne connais pas les personnes avec qui tu voyages ou si tu n'as pas été confiné avec elles. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Donc, évidemment qu'il y a des solutions qu'il faut mettre en place. Évidemment que tu peux complètement couper un centre, un ultra centre urbain pour privilégier les autres modes de locomotion. Pourquoi pas? Mais dire aujourd'hui, alors que tout le monde va être en déconfinement et que tout le monde va essayer de trouver des solutions pour aller travailler et sans prendre les transports en commun parce que tu n'as pas envie d'être dos à dos ou face à face avec 200 personnes dans une rame de métro, dire aujourd'hui il n'y aura pas d'invasion de voitures dans Paris, je trouve que c'est déplacé. Voilà, c'est déplacé et c'est aberrant et c'est de la récupération politique qui est malvenue. Alors, il est déjà 13h05. Juste une dernière chose, Jean-Pierre. Je voulais juste te dire que je suis très jalouse d'une personne, d'un de tes invités, et c'est lui. Et est-ce que tu peux juste Patrick Dempsey. Ah, quel beau souvenir. Écoute, ça aussi, c'est un super beau souvenir de tournage parce que, pour tout te dire, ça fait quelques mois qu'on lui cavalait après, évidemment, avec Patrick Dempsey, hein, parce que
c'est un véritable amateur de voitures et c'est un amoureux des 24 heures du Mans. Euh, et le hasard a fait que tout s'est bien, on a eu une espèce d'alignement des planètes pour aller le faire en plus chez lui, dans le Maine, loin un petit peu de la furie de Hollywood. Et on a passé 48 heures avec un mec charmant. Je peux te dire que j'ai eu l'occasion d'interviewer des acteurs et des actrices, tu sais, en promo sur les films, etc. Et j'étais jamais tombé sur un acteur aussi amoureux de la voiture et aussi amoureux des sports mécaniques parce que il l'a dit, hein, il le dit dans l'interview, c'est un mec qui est beaucoup plus à l'aise dans des paddocks, si tu veux, que sur un plateau de série télé ou sur un plateau de cinéma. On est arrivé chez lui, il nous a fait le café, il nous a fait le petit-déj, on a déjeuné avec lui à midi, on a dîné avec lui le soir. J'ai la chance de encore un petit peu communiquer avec lui. Bon, on s'envoie un peu des WhatsApp de temps à autre. Alors, ça va, tout va bien. C'est juste c'est quelqu'un de gentil, quoi. Tu vois, foncièrement gentil, et foncièrement amoureux des voitures et en particulier de la marque Porsche. Et c'est vraiment l'héritier, tu sais, de ces acteurs à la James Garner, à la Steve McQueen, à la Paul Newman, quoi. Vraiment amoureux fou des sports automobiles. Et je pense que s'il avait vraiment le choix aujourd'hui, bon, il a d'autres impératifs avec sa carrière, bien sûr, hein, il ne se consacrerait évidemment qu'à ça. Mais c'est un homme charmant, vraiment. Docteur Mamour. Alors moi, je regardais pas Grey's Anatomy, je peux pas te dire. Hein. Je l'ai dit d'ailleurs, on arrive. Moi, je ne connais pas Docteur Mamour, j'en ai parlé, mais je ne connais pas bien la série. Ma femme m'en a parlé, mais moi je ne connais pas très bien. Mais voilà, c'est quelqu'un d'adorable, vraiment gentil. Voilà, je voulais terminer sur une note positive et en beauté avec Patrick Dempsey. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Avec plaisir. Et merci à tous d'avoir suivi sur Periscope, Twitter, Facebook et YouTube. Et je vous dis à demain avec Jeff Aérosol. On va parler street art demain. Et donc on va changer de thématique et on revient à l'automobile la semaine prochaine. Merci à tous. Merci Jean-Pierre. À bientôt. Salut à tous. Au revoir. Ciao.